Nouvelle-Calédonie, actualité. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Une édition spéciale consacrée aux résultats du premier tour des législatives. Durant près d'une demi-heure avec nos invités, nous analyserons les résultats de ce premier tour et les enjeux du second tour. Jean-Pierre Haïfa, observateur de la vie politique, et Pierre-Christophe Ponce, docteur en géopolitique, sont mes invités ce soir. Ils sont tous les deux dans nos studios de Nouméa. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Elise. Bonsoir. Alors pour commencer, voici les finalistes de ce premier tour. Dans la première circonscription, vous le savez déjà, Philippe Dunoyer pour la majorité présidentielle obtient 40,83% des voix. Et pour les indépendantistes, Wali Wahecha avec 21,67%. Dans la seconde circonscription, Nicolas Mesdorf arrive en tête avec 33,71% des voix, suivi de près de Gérard Régnier avec 32,77% des voix. Avant que nos invités interviennent, les leçons à retenir de ce premier tour: l'abstention augmente encore lors de cette élection. Alors est-ce que le sujet est pris au sérieux par nos élus? Nous tenterons de le savoir dans quelques instants. Autre observation, la nouveauté, c'est la présence des indépendantistes sélectionnés dans la première circonscription. L'unité a vraisemblablement fonctionné. La bataille des deux camps est encore ancrée dans le paysage calédonien, c'est l'autre observation. Et enfin, comme en 2012, les opposants dans la seconde circonscription se talonnent. Des indépendantistes dans la première circonscription, ce n'est pas arrivé depuis plusieurs années. C'est le cas de Wali Wahecha. En face d'elle, Philippe Dunoyer, mais la candidate originaire de l'IFO estime que tout est encore possible pour le second tour. Hier, nous l'avons suivi dans son fief à la tribu de Kédaigne. Un reportage d'Henri Nailolo. Je suis très contente parce que c'était l'objectif qu'on s'était fixé. Passer le premier tour, donner de l'espoir à nos familles, à nos tribus, à nos chansons Nouméa, partout, tous ceux qui considèrent notre combat comme légitime et noble. Donc vraiment, je suis contente. On passe le premier tour. Wali Wahecha a débuté sa journée de dimanche dans son fief à la tribu de Kédaigne, où elle a tenu à voter avec son petit chef. Là-bas, pratiquement toute la tribu a voté pour elle. Ça se passe bien, parce que ici c'est chez Wali Wahecha, notre candidate. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup et que je prends beaucoup pour modèle. Le temple étant situé en face du bureau de vote, la plupart des électeurs ont voté après le culte. Non loin de là, se tient aussi un mariage de la famille Wahecha, ce qui n'a pas empêché les siens à aller soutenir leur candidate favorite. Comme il y avait eu la réforme, soi-disant, il n'y a pas de coutume à faire dans les mariages, c'est repos le dimanche. Donc là, les gens ils peuvent se libérer pour aller voter, pour aller au culte et puis revenir ici dans le site pour manger. Plusieurs personnes ont assisté hier au dépouillement à la mairie de Oué, où la femme de Djihou a récolté plus de 89,4% des suffrages exprimés. Je pense que c'est important quand on voit le résultat de ceux qui sont en face de nous, qui sont faits. Ils ne reflètent pas du tout le résultat qu'on a dernièrement, que ce soit dans les autres élections. À l'issue du dépouillement et de l'annonce des résultats finaux, une cinquantaine de militants se sont retrouvés au QG du FLNKS pour élaborer et définir de nouvelles stratégies. Pendant cette semaine, on puisse se remettre en cause dans nos positionnements d'hier à favoriser l'abstention pour essayer de se mobiliser pour voter. Pour dimanche prochain, les indépendantistes devront se mobiliser davantage face au candidat Philippe Dunoyer qui comptabilise presque le double de leurs voix. Alors une première question pour nos invités ce soir. Certaines personnes ne votent pas au premier tour. Est-ce qu'on s'attend donc à une forte mobilisation au second tour? Bien, écoutez, par habitude, au second tour, il y a une mobilisation qui se fait. Au vu des résultats, le premier tour, c'est une catastrophe au niveau de l'abstentionnisme. Je pense que les hommes politiques de ce pays, les femmes politiques, vont devoir se poser les bonnes questions et de faire une analyse. Pourquoi cette défection? Est-ce que les candidats se sont mal pris? Est-ce qu'ils n'ont pas le message attendu de la population? Ou est-ce qu'ils sont trop loin au niveau des campagnes électorales?
Aujourd'hui, on fait des campagnes à l'américaine, à l'occidentale. On ne prend pas en considération qu'on est en Océanie et qu'on est dans une tradition orale et que les gens aiment bien parler, se rencontrer. Votre réponse, Pierre-Christophe Ponce? Je dirais que effectivement l'abstention est assez préoccupante tout de même et qu'elle est un peu dans la lignée un petit peu à la fois des élections locales et nationales où on a vu une baisse de la participation. Elle s'inscrit également, on ne peut pas le nier, dans une forme de continuité aussi à l'appel à la non-participation. C'est toujours difficile de pouvoir passer d'un appel à la non-participation à finalement une volonté de mobilisation du camp indépendantiste, mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'on peut s'attendre à une forte mobilisation pour le second tour, notamment dans les communes indépendantistes où on s'est peut-être un peu plus abstenu. Et puis, je dirais que effectivement, cette baisse de la participation, c'est en règle générale, ça doit interroger l'ensemble des élus dans leur responsabilité collective aussi, pour pouvoir se poser la question, tout simplement, pourquoi on a aujourd'hui une partie de l'électorat qui se mobilise de moins en moins? Est-ce que c'est par rapport peut-être à une forme de conservatisme des élus ou peut-être d'autres causes? En tout cas, c'est clair qu'il y aura une forme de questionnement qui devra se faire par nos responsables politiques. Malgré tout, Wali Wahecha réalise un score tout de même inespéré. Oui, c'est sûr qu'elle double, plus que doubler le score de Charles Washington. C'est quelque chose d'extraordinaire. D'abord, c'est une femme qui se présente en milieu kanak, mais quand on regarde, là aussi, comme le disait Christophe Ponce, il y a un réservoir de voix indépendantistes aux îles à aller chercher, et même sur Nouméa, si on compare par rapport aux élections et à la participation dans les référendums. Alors finalement, je m'adresse à Pierre-Christophe Ponce. Le découpage avait pour but de défavoriser les indépendantistes. Finalement, c'est un obstacle qu'ils ont franchi, les indépendantistes. Comment vous l'analysez ? Alors franchi, attendons quand même le second tour pour pouvoir tirer des conclusions sur cet obstacle. Mais ce qui est certain, c'est qu'à la base, ce découpage qui date de 1986, qui a été appliqué à partir de 88, est un découpage qui défavorise clairement le camp indépendantiste, en tout cas dans la première circonscription, où on a mis finalement la commune de Nouméa avec les communes loyaltiennes et l'île des Pins. Donc on voit qu'on appelle ça en géographie électorale le gerrymandering, le charcutage d'une certaine manière électorale, et on voit bien que il y a deux types d'électorats qui s'opposent très clairement, deux types de géographie électorale qui s'opposent également. Donc on voit qu'il y a une vraie scission entre d'un côté le réserve de voix plutôt kanak, plutôt indépendantiste des îles, face peut-être à une commune comme Nouméa, davantage dévolue en tout cas pour le candidat non indépendantiste. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ça n'est arrivé qu'une seule fois qu'il y ait un candidat qui se qualifie pour le second tour dans cette première circonscription. Donc on peut parler effectivement d'une belle prestation de la candidate indépendantiste. Alors toujours concernant les indépendantistes, Jean-Pierre Haïfa, si les indépendantistes passent, est-ce que le référendum de projet pourrait être remis en cause ? Écoutez, je n'ai pas la boule de cristal. Simplement qu'il faut prendre en considération que le troisième référendum a été, je pense, une erreur stratégique, puisque de toute façon, il y a eu une perte de confiance totale des indépendantistes vis-à-vis de la parole de l'État. Bon, maintenant, personnellement, je pense que, comme le disait M. Ponce avant moi, le découpage a été un découpage en faveur, je dirais, des loyalistes, ce qu'on a appelé le charcutage pasquois à l'époque. Il est vrai que c'est une antinomie que de mettre Nouméa avec les îles Loyauté et de mettre Mondor, Dimbéa, Païta, donc les trois communes périphériques de la capitale dans la deuxième circonscription. Donc quand on a dit ça, il y a les résultats. Les résultats, ils sont là.
je pense que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les indépendantistes ont accepté de présenter, enfin le FNLKS a accepté de présenter donc une candidature dans la première et deuxième circonscription. Ce qui n'a pas été le cas depuis longtemps, et plus particulièrement en 1977, puisque seul Uni, le Palika, ont présenté des candidats dans les deux circonscriptions en 1977. Donc certainement que le résultat de Mme Waitra et le fait que les indépendantistes sont beaucoup plus mobilisés à voter, et c'est important de connaître, je dirais, les poids de chacun dans cette circonscription. Merci, on va avancer dans l'émission. L'autre fait marquant, donc du côté des loyalistes, c'est une page qui se tourne pour Thierry Santa et Virginie Ruffnac. Les deux candidats n'ont pas été sélectionnés pour le second tour. On les écoute et ensuite vous allez donc réagir. On avait un petit peu tout contre nous, un effet majorité présidentielle, plusieurs candidatures du côté loyaliste aussi, et puis un très fort taux d'abstention qui est à nouveau le fait politique majeur de cette élection, hélas. Et puis me concernant, mon parcours politique est marqué par la plus grande clarté. Je ne souhaite donc pas qu'il y ait un député indépendantiste à l'Assemblée nationale, et c'est donc bien pour cela que j'incite les électeurs à faire le choix d'un non-indépendantiste et donc de Philippe Dunoyer pour le deuxième tour de cette élection législative. Permettez-moi de remercier les milliers de Calédoniens qui ont voté pour nous, cette élection législative. Forcément un peu déçu, mais je félicite bien entendu mes concurrents. J'espère que cette deuxième partie d'élection se passera bien et que les discours seront peut-être un peu plus apaisés qu'à l'occasion de la première partie. Maintenant, je suis loyaliste, donc même si aucune voix n'appartient à personne, j'appelle les Calédoniens à se mobiliser au second tour et à soutenir les candidats loyalistes à l'occasion de ce second tour. Alors une question pour nos invités, donc c'était important pour eux de discuter sur l'avenir institutionnel. Alors quel sera le poids politique lors des discussions institutionnelles ? Allez-y. Je pense que de toute manière, cette élection législative, on l'a vu depuis maintenant quelques semaines, quelques mois, a contribué à finalement recomposer le positionnement politique, en tout cas dans le camp non indépendantiste. Et on voit bien que cette alliance, aujourd'hui appelée majorité présidentielle, en tout cas pour la majorité présidentielle, qui regroupe donc Calédonie Ensemble, MPC, les Républicains, et qui a donc exclu cette fois-ci le rassemblement, ou en tout cas qui se sont dissociés du rassemblement, eh bien succède à d'autres alliances où une fois il n'y avait pas Calédonie Ensemble et une autre fois il n'y avait pas les Républicains. Donc finalement c'est une forme de renouvellement assez cyclique qui se passe. Là où on attend finalement les non-indépendantistes pour la suite, ça sera qu'il y ait une alliance totale, en tout cas du camp non-indépendantiste. De mémoire en tout cas, j'ai pas le souvenir qu'il y ait une alliance globale depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années dans le camp non-indépendantiste. Rapidement, Jean-Pierre Haïfa sur cette question. Eh bien écoutez, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu une alliance, c'était une alliance de circonstances qui a permis donc de soutenir le président de la République. Le président de la République ayant été réélu, je pense que les deux candidats se réclamant du soutien du président de la République arrivent en tête, ce qui est, je dirais, presque normal. Maintenant, connaissant assez bien les hommes et les femmes, lorsqu'on va arriver dans le dur des discussions, est-ce que c'est pas là qu'on va retrouver la réalité, je dirais, des faits, la réalité des choses, la réalité politique? Une grande partie des loyalistes sont pour la France, la France, la France, que de la France. Et puis, il y en a certainement une partie qui sont prêts à traiter, à négocier, à trouver, je dirais, un compromis. De toute façon, on ne sortira pas du problème calédonien, on ne sortira pas vainqueur si on n'est pas capable de trouver des compromis à travers le dialogue et à travers le partage.
Alors, la grande gagnante de ces élections, c'est l'abstention. Vous l'avez évoqué donc en début d'émission. 66 859 Calédoniens se sont abstenus dans la première circonscription, soit 68,98% des inscrits. Et dans la seconde circonscription, ils sont 81 053 Calédoniens à s'abstenir, soit 66,30% des inscrits. Donc, les chiffres sont parlants. On sent une forme d'indifférence, peu de Calédoniens se déplacent. Alors pourquoi et comment donc leur participation a évolué depuis ces 10 dernières années? Un reportage de nos journalistes de la rédaction. Simplement, on a l'impression que les politiques n'écoutent pas le peuple. Qu'on soit de tendance indépendantiste ou loyaliste, ça revient toujours au même point. Je n'ai pas voté parce que je n'ai plus confiance au système, c'est-à-dire à ceux qui nous gouvernent depuis 2008. Nos politiques aussi, ils font un peu du jeu du chat et de la souris, tu vois, ils s'aiment plus, ils s'aiment, ils se détestent, après voilà quoi. Les gens, ils ont autre chose, ils veulent construire autrement aussi. En fait, un état d'esprit qui est amplifié par la crise, par plein de choses, parce que à côté de ça, il faut qu'on mange tous les jours, à côté de ça, il faut qu'on ait un toit. Et puis bon, parce que j'ai pas de voiture pour aller jusqu'à Vaud voter depuis qu'ils ont remis les bureaux dans les tribus. Il y a plein de petits détails comme ça qui font que on n'a même plus envie d'y aller parce qu'on a l'impression de régresser. Des fois, il y a des promesses qui sont même pas faites. Des fois, ils disent « Ah, ben moi, je promets ça », mais après, ils font pas ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils sont prévus. Depuis les élections présidentielles et législatives de 2012 en Nouvelle-Calédonie, le taux d'abstention ne fait qu'augmenter. Pour les présidentielles, il est passé de 38% en 2012 à 65% en 2022. C'est 26% de votants en moins en 10 ans. Le fort taux d'abstention du second tour des présidentielles s'expliquerait notamment par l'appel à la non-participation des indépendantistes qui avaient également appelé à ne pas voter au dernier référendum. Pour les élections législatives, la courbe est plus constante, avec un taux d'abstention qui n'a cessé d'augmenter sur les 10 dernières années, passant de 51% en 2012 à 66% en 2022, soit 14% de participation en moins. En dépit de la baisse progressive du taux de participation aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie pour le premier tour, certaines communes se sont mobilisées davantage que les années précédentes, comme à Lifou avec plus de 15% de participation ou encore à Ouvéa avec plus de 8% de votants. Les communes de Kanala, Poneriouin, Poum, Thio et Vaud se sont également plus déplacées pour aller voter. Alors, revenons à nos invités. D'abord, une réaction par rapport au plaidoyer des Calédoniens ce soir. Vous les avez entendus? Bien, je crois que le sujet là, que vous avez présenté fait la démonstration même de ce que ressentent les Calédoniens. D'ailleurs, la société civile ne se cache pas de dire qu'elle ne fait plus confiance à ces hommes politiques. Et il y a eu, il y a quelques mois, quelques années, un sondage de fait, une étude faite, demandée par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, dont on n'a jamais eu connaissance publiquement, sur justement la situation et l'état de la population et qu'est-ce qu'ils pensaient donc de leurs hommes politiques. Je crois qu'aujourd'hui, les bonnes questions qu'il faut se poser, c'est l'homme politique en rapport avec l'électeur, ce qu'on vient de voir, le mécontentement, la non-proximité ou l'éloignement des hommes politiques malgré les moyens mis à disposition des hommes politiques aujourd'hui. Je crois qu'il y a un manque de relations, de terrain avec les hommes et les femmes qui sont le plus loin possible pour connaître de leurs difficultés et de leurs problèmes. Quand on fait une campagne électorale avec du numérique, avec des films et autres, à qui ça s'adresse quand on sait que plus de la moitié de la population n'a pas accès au numérique? Quand on sait que plus de la moitié de la population de ce pays est en âge à ne pas accepter ou à ne pas vouloir se mettre à l'informatique. Donc je crois qu'il faut revenir, je dirais, aux racines. Nous sommes un pays peuplé d'Océaniens ou de métissage océanien, comme beaucoup d'entre nous. Et on a peut-être une fâcheuse habitude de beaucoup parler, peut-être de refaire le monde, mais au moins de se rencontrer et de se dire les choses.
On ne se voit pas. Je dirais les choses à travers la figure, à travers un écran de télévision ou à travers une tablette ou à travers un smartphone. Alors, Pierre-Christophe Ponce, est-ce que c'est un sujet d'étude, le désintéressement de la population ? En tout cas, c'est très factuel, très clairement, par rapport au taux de participation enregistré, et pas qu'aux élections législatives, parce qu'on sait que traditionnellement, les élections nationales ont tendance à un petit peu moins mobiliser, notamment dans le camp indépendantiste. Mais on observe finalement ce désintérêt pour la chose politique, la chose publique, pour les élections, notamment aux élections locales, provinciales par exemple, qui sont des élections extrêmement plébiscitées. Eh bien, on voit que depuis 2004, on a une baisse continue de la participation. Donc, ce n'est pas juste limité à ce type de scrutin. Et ensuite, évidemment, ça doit interpeller un peu plus nos élus, nos responsables politiques, parce que ces faits que je viens d'énoncer, eh bien, ils traduisent aussi d'une certaine manière peut-être un manque de renouvellement aussi de la classe politique. Et puis dans un archipel où plus de la moitié de la population a moins de 35 ans, c'est vrai qu'il y a des fois des problèmes d'identification et de reconnaissance peut-être d'une partie de la population pour certains élus. Alors je ne fais pas de jeunisme ou je ne fais pas de féminisme, mais très clairement aujourd'hui peut-être qu'on a besoin de favoriser ce lien dont parlait M. Haïfa tout à l'heure entre la population et ses élus. Et très clairement on a l'impression qu'il y a une forme de distanciation qui s'est créée entre les électeurs et leurs responsables politiques par peut-être décalage générationnel, c'est une hypothèse qu'on peut faire, mais également peut-être aussi par des centres d'intérêt qui sont différents. On sait que les aspirations de la jeunesse ne sont parfois pas repris par les responsables politiques. Donc oui, c'est un sujet d'étude, mais c'est également une réalité que tout le monde peut observer, en tout cas à travers les taux de participation. D'ailleurs, sur la question du désintéressement et sur l'abstention, nous avons posé la question à Nicolas Mesdorf, donc maire de La Foi et aussi candidat dans la seconde circonscription qui est sélectionné pour le second tour. On l'écoute. Ça doit nous inciter à l'humilité, nous les responsables politiques, parce que c'est vrai que se pose la question de notre représentativité quand même. Quand on fait 45% de 45%, on ne représente pas la moitié des électeurs, donc c'est une vraie question. Après, je crois que les Calédoniens aussi en ont marre de venir voter. On vote beaucoup en ce moment. On vote beaucoup, 3 référendums, les municipales, les provinciales, les législatives, les présidentielles. On nous en demande beaucoup. Donc il faudra voir dans le prochain statut à essayer de regrouper les votes. D'ailleurs, sur la représentativité de la population, donc une problématique qui pose question dans la première circonscription sur plus de 96 000 inscrits et notamment sur 29 348 exprimés. Philippe Dunoyer a obtenu 11 982 voix et Wali Wacha a obtenu 6 360 voix. Dans la deuxième circonscription sur 122 043 inscrits et notamment sur 40 202 qui se sont exprimés, Nicolas Mesdorf obtient 13 552 voix et Gérard Régnier obtient 13 175 voix. Alors une question pour nos invités, pour les deux camps confondus, est-ce que finalement c'est représentatif de la population? Est-ce qu'on peut parler au nom du peuple quand on voit ces résultats? Écoutez, on est en démocratie. Il y a une élection qui est faite à 2 tours. Les 2 meilleurs sont sélectionnés, même s'ils n'obtiennent pas les 12,5% des inscrits. À partir de là, effectivement, il y a la question de la légitimité, comme le signalait d'ailleurs le maire de La Foi. Il y a une légitimité, mais cette légitimité, il faut aller la chercher justement dans la participation. Alors moi, je me pose des fois la question, quand on entend parler du corps électoral, là on est dans le corps électoral général, au même titre que les présidentielles. Mais j'ai recherché, j'ai essayé de gratter un petit peu et rechercher, voir où étaient ces 20 000, 30 000, 40 000 électeurs qui ne peuvent pas participer aux élections donc dans le corps électoral spécial. Donc je crois qu'il faut plutôt peut-être rechercher le désintéressement à travers peut-être les programmes qui n'auront pas forcément d'ambition ou que l'ambition d'être réélu. Je crois qu'il faut profondément ouvrir un débat. Il ne faut pas que ça soit un débat uniquement entre élus.
Il faut un débat entre citoyens pour voir où ça flanche. Alors, il est vrai qu'on a une population jeune. Aujourd'hui, cette population jeune, vous savez, on en rencontre pas mal. Hein, et ils aspirent à autre chose que des querelles, je dirais, de partis. Indépendantistes, non indépendantistes, on est dans un pays, la Nouvelle-Calédonie, sur une île. Si on devait jeter tous les non-indépendantistes à la mer, ça représente plus de 50% ou 50%. Si on devait jeter les indépendantistes à la mer, c'est un peu l'équivalent. Je crois qu'il faut prendre en considération que les 2 référendums qui se sont passés ont fait la démonstration pour le dernier qu'on était à 53-47. Le deuxième. Le troisième, c'est un référendum dont on ne peut pas faire autre chose que de dire qu'il était légal, mais je dirais entaché de légitimité, puisque les indépendantistes n'ont pas participé. Et les indépendantistes ne participant pas, s'il y a référendum, s'il y a un scrutin d'autodétermination, c'est bien parce qu'il y a eu un peuple colonisé. Donc il faut qu'à un moment donné, on sorte du ressentiment et que l'on abandonne tous ces ressentiments négatifs pour construire le pays. Et je crois que c'est peut-être certainement de la volonté de tout le monde. Alors, messieurs, on pense, donc une réaction par rapport à ce que monsieur Nicolas Mesdorf a dit, on a trop voté ces derniers temps ? Ça peut être un argument, effectivement. C'est vrai que depuis 6 ans maintenant, on a eu chaque année un scrutin avec des compétences différentes, avec des enjeux différents. Alors c'est toujours un peu difficile de savoir comment se positionner, mais effectivement, on a eu le sentiment que les 2 référendums ont été un petit peu comme les arbres, un petit peu qui cachent la forêt. Et on voit bien que dès qu'il s'agit de sujets très manichéens, très bipolaires, sur lesquels on doit dire oui ou non à l'indépendance, là, tout de suite, la mobilisation elle est massive. Donc on voit bien que c'est pas vraiment la question d'une succession d'élections, c'est surtout de savoir une question très simple qui anime la vie politique depuis plus de 40 ans, savoir indépendance ou pas indépendance. Mais je voulais juste rebondir sur ce que disait monsieur Haïfa à l'instant. C'est vrai que peut-être que nos élus, nos responsables politiques et peut-être que la société civile aussi pourraient avoir l'ambition d'avoir un scrutin ou une autre forme de consultation dans lequel on n'aurait pas l'ambition d'avoir uniquement 50% ou un petit peu plus. Parce qu'effectivement, on voit bien depuis plus de 40 ans, même davantage, qu'il y a une forme d'opacité, mais en tout cas d'imperméabilité entre les corps électoraux et que finalement, on n'a pas vraiment réussi à convaincre dans l'autre camp. Et donc, peut-être qu'on pourrait se poser la question tous ensemble, mais sur quel projet on pourrait essayer de construire, de se mettre d'accord pour qu'on n'ait pas 50%, mais peut-être 70 ou 80%, parce que au final, qu'on ait 50% dans un camp ou dans l'autre, ou même au 3e référendum, ou quand on a vu la répartition de la participation, on voit bien ce clivage bipolaire entre les indépendantistes et non-indépendantistes. Peut-être essayons d'aller vers quelque chose d'un peu plus ambitieux. On sortirait en tout cas la Calédonie par le haut en essayant d'atteindre cet objectif. Et dans les communes également, on s'inquiète de l'abstention. À Poniriwa, en province nord, donc c'est la commune avec Canala où le taux de participation est le plus élevé sur la côte est de la province nord. Cependant, le taux d'abstention reste très élevé, je le disais. Donc les élus et les présidents de bureaux de vote se réunissent ce soir pour analyser les résultats et cibler les abstentionnistes. On écoute Jean-Pierre Poma, le premier adjoint au maire, interrogé par Aurélie Chiron. On pense que les gens ils sont fatigués. Il y a eu trop d'élections. Mais il faut dire aussi qu'on a, dans notre tournée de campagne pendant toute la semaine dernière, les gens ne se sont pas mobilisés pour venir écouter le message qu'on voulait apporter. Et le travail qu'on est en train de faire avec ceux qui sont là, ce sont les présidents de bureaux de vote. C'est de cibler les clans où il y a plus de personnes qui n'ont pas voté, puis de retourner pour faire une discussion avec eux. Et on écoute à présent les réactions de Philippe Dunoyer, donc sélectionné au premier tour, suivi de Gérard Régnier, candidat indépendantiste dans la seconde circonscription. Dimanche prochain, sur lequel il faut bien sûr maintenant se tourner résolument, mais adresser aussi mes remerciements
tous les citoyens qui ont fait aujourd'hui preuve de leur devoir civique. Ils sont allés voter, ils ne sont pas assez nombreux encore, mais au moins eux l'ont fait. Je voudrais espérer que dans une semaine, ils soient plus nombreux à retrouver le chemin des urnes, parce que c'est une élection très importante pour notre avenir et pour notre quotidien. La configuration, Mme Wahecha et moi-même, montre un clivage de vision par rapport à l'avenir institutionnel. Donc je comprendrais légitimement que ceux qui se revendiquent de la sensibilité non indépendantiste appellent leurs électeurs à voter plutôt pour en aller voter oui. On part forcément outsider, puisque les gens de droite ont décidé de se rassembler. Donc forcément, il faut aller chercher de nouvelles voix. Et ces nouvelles voix, on va les chercher dans les abstentionnistes. Et donc, nouveau travail encore. On a touché, je dirais, les militants durs. Maintenant, il faut aller toucher l'ensemble des sympathisants, l'ensemble des indépendantistes, et même plus large si possible. C'était pas évident de remettre les gens au travail, de remettre les gens sur de l'action. Je l'ai dit, on a senti une houle de fond. La vague, elle n'était pas forcément là. Il faut qu'elle soit là au deuxième tour. Donc on va travailler pour qu'il y ait cette vague. Alors une question pour nos invités ce soir. Est-ce qu'on peut s'attendre à plusieurs réunions sur le terrain pour remobiliser les troupes ? Bon, si je peux commencer, effectivement, on peut s'attendre à un entre-deux tours, notamment pour le camp indépendantiste, qui sera beaucoup plus dense pour essayer de faire ce que vient d'évoquer le candidat Régnier, avoir une lame de fond pour pouvoir espérer pouvoir remporter un siège ou deux sièges à l'Assemblée nationale. Effectivement, quand on voit l'histoire un petit peu de la seconde circonscription, on est en droit quand même de penser qu'elle est davantage un peu plus gagnable par le camp indépendantiste. Je rappelle les duels qui avaient pu y avoir avec Jean-Pierre Jaiwe, avec Louis Mapou au second tour. On voit que c'est beaucoup plus serré que dans la première où traditionnellement les écarts sont un peu plus importants. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on regarde un petit peu la répartition du vote, en tout cas, eh bien c'est très clair qu'aujourd'hui, les indépendantistes vont davantage se tourner vers les abstentionnistes, tandis que les non-indépendantistes vont peut-être faire plus appel au report et peut-être aller un peu plus chercher les abstentionnistes récalcitrants, en tout cas, qui restent en tout cas à motiver pour ce second tour. Une réponse, Monsieur Haïfa, par rapport à cette question. Je partage l'analyse de Monsieur Ponce. Il est sûr que en 2017, Philippe Gomez, au deuxième tour, il a l'adhésion des électeurs d'Harold Martin, de Gilles Brial, de Pascal Vittori. Et donc il devance, c'est-à-dire qu'il triple son score du premier tour. Philippe Gomez avait 8000 quelques voix au premier tour, il fait 24 000 voix au deuxième tour. Louis Mapou double son score au deuxième tour. Et ça se termine à 3000 voix, si mes souvenirs sont exacts. Je crois que là, effectivement, les indépendantistes, ils vont davantage mobiliser les abstentionnistes, les gens qui n'ont pas été votés. Je crois qu'il faut évacuer le prétexte qu'on a eu trop d'élections, qu'il y a eu un mariage, qu'il y a eu un décès et autres. Simplement qu'au niveau des non-indépendantistes, Nicolas Mesdorf peut compter apparemment sur les voix de Thierry Santa. Ça l'amène à 22 000 voix, à peu près 22 000 voix. Donc il faut qu'il aille chercher d'autres voix, parce que les 22 000 voix, Gérard Régnier peut les faire, peut aller les chercher. Si on regarde la conformation de l'électorat sur les communes du nord-est, même du nord-ouest, indépendantistes qui ont très mal voté, ou même une commune comme Bourail, Gérard Régnier fait 189 voix. Au premier tour, Louis Mapou, lui, faisait plus de 600 voix au premier tour et plus de 1000 voix au deuxième tour. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.